Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibaut et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos 4 points de vue différents. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast de Stronger Things. Aujourd'hui, nous évoquons avec Thibaut, Willy et Mims le thème de la blessure. On va parler de comment en revenir plus fort physiquement et mentalement, mais surtout de comment la prévenir. Avec Willy, vous entendrez son retour d'expérience, comment il s'est blessé et comment il en est revenu. Thibaut nous partagera ses tips pour mieux récupérer physiquement. Et avec Mims, on parlera entraînement, adaptation et forcément nutrition. Très bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Stronger Things. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui touche tout le monde, que ce soit l'amateur, le professionnel, c'est la blessure. Et plus spécifiquement aujourd'hui, on va essayer d'être assez précis. On va parler de comment revenir de blessures. On va essayer également de parler de prévention de blessures avec différents types de méthodologies pour optimiser tout ça. Dans un premier temps, il faut comprendre que en sport, plus on fait de l'activité physique, plus on a une probabilité élevée d'avoir des petites blessures. Et on parle plutôt de bobologie. Donc avec le sport, on augmente cette probabilité, mais on baisse la probabilité des maladies graves. Aujourd'hui, nous, on va se consacrer réellement à la bobologie, ce qui peut être dû à un incident sportif, donc pendant une activité physique, ou un incident de la vie de tous les jours, je glisse, je me casse la gueule et je me casse la jambe. Et on a de la chance, aujourd'hui, j'ai des invités très prestigieux pour parler de ce thème, qui vont pouvoir vraiment nous donner des bonnes pistes. J'ai Thibaut. Salut Thibaut. Salut, merci Julien. Thib, il est CEO de GoWOD, donc pour toute la partie kinésithérapie et suivi de patients, etc., tu as été exposé à plein de problématiques là-dessus. On va pouvoir en savoir bien plus de ta part dans un instant. On a Will. Salut Will. Bonjour tout le monde. En Will, on ne le présente plus, un des meilleurs athlètes français dans la méthodologie et la discipline sportive du CrossFit, récemment promu champion national 2022. Félicitations à toi. Merci. On espère la même pour 2023 en tout cas. Et enfin... 6 c'est mieux que 5. On verra ça. Et on a enfin Coach Mims qui va pouvoir nous parler de la partie adaptation sportive, mais aussi de la partie nutrition pour la prévention et aussi la réhabilitation. Salut Mims. Salut. Et dans un premier temps, moi je vais passer la parole à la personne qui est la mieux placée d'un point de vue suivi de patient pour ça. C'est toi, je pense, Thib. Est-ce que tu peux nous parler du type de blessure que tu as vu, le type de patient, pourquoi tel ou tel patient est plus ou moins propice à se blesser et qu'est-ce qu'on fait pour optimiser tout ça? Ouais, le premier truc, c'est que c'est quasiment impossible aujourd'hui de parler de sport et de performance sans parler de blessure, comme tu l'as dit. La blessure, c'est la raison numéro 1 de la diminution de la progression, ou c'est un peu l'obsession également des athlètes de haut niveau, comme Will ici. Donc, on va catégoriser 3 types de blessures différentes. On va avoir les blessures de type d'usure, donc ce qu'on appelle les tendinopathies, donc de type inflammatoire. On va avoir les blessures traumatiques, donc ça peut être un choc ou ça peut être quelque chose qui a été fragilisé d'abord par une usure et ensuite qui va se déclencher. Et ensuite les blessures qu'on appelle mentales. Donc ça c'est un peu bizarre, mais c'est inconsciemment en fait le corps qui va dire stop. Donc ça peut être un burn-out, mais ça peut être également physique. Donc ça il y a quelques exemples, ça paraît un peu fou comme ça, mais on avait un joueur de hand pro qui avait, avant un match, il était super stressé parce que c'était son retour à la compétition, toutes les caméras étaient braquées sur lui, et 30 minutes avant le match, il vient nous voir, il a un kyste au poignet qui sort, un truc énorme, on comprend pas, on essaie de le traiter, mais il n'y a rien qui se passe, et puis en fait, il commence à s'entraîner et à s'échauffer, et il joue comme une quiche, et donc le kyste passe pas, et puis d'un coup, il met un but à l'échauffement, mais un truc, une lucarne incroyable, et il revient nous voir, plus de kyste. Donc en fait, c'était juste son corps qui avait déclenché un truc pour essayer de ne pas le faire jouer. Et ça arrive dans plein de domaines. Donc ça, c'est assez drôle. Et pour revenir au sport de haut niveau, en fait, c'est que aujourd'hui, le sport de haut niveau, quel qu'il soit, donc que ce soit du rugby, du crossfit, du judo, du ping-pong, de l'athlétisme, peu importe, le sport de haut niveau, il est mauvais pour la santé. Et c'est d'ailleurs l'opposé de la santé, en fait. Ils vont pousser leur corps à l'extrême et ils vont le détruire et ça va laisser des traces indélébiles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'on va un peu les séparer, les sportifs haut niveau et les sportifs amateurs. Et aujourd'hui, eux, ils font tout dans l'excès. Donc, tout ce qui fait dans l'excès va être mauvais pour la santé. Je prends souvent cet exemple-là avec les patients, mais si vous buvez un verre de vin rouge par jour, bon, ça va pas vous faire trop mal. Apparemment, ça a même certaines vertus. Par contre, si vous vous enquillez 2 bouteilles par jour, vous allez avoir certains problèmes. Vous allez être alcoolique et votre foie, il va le sentir passer. Les athlètes de haut niveau, c'est la même chose. Hein. Ils s'en mettent à l'excès et ils font pas ça pour leur santé, ils font ça uniquement pour de la pure performance.
Et c'est assez drôle aujourd'hui de voir que à ce haut niveau-là, comme Will, et Will va bien nous en parler, à ce haut niveau, quand on les côtoie, on se rend compte qu'en fait, ils sont quasiment tous blessés. Alors, ils flirtent avec cette ligne de la blessure en permanence, mais ils sont également en fait blessés. Et ce qui est drôle, et Will pourra vous le dire, c'est qu'au CrossFit Games, souvent on dit que c'est qui est le plus fit et le moins blessé qui va gagner les Games. Donc ça signifie qu'il faut préparer sa saison pour ne pas arriver blessé et surtout jouer avec cette limite, être le plus performant possible sans tomber dans la blessure. Mais on a plein d'exemples. On a Justin Medeiros qui avait la hanche complètement flinguée quand il a gagné les Rogues il y a 2 ans. On a Matt Fraser qui arrive souvent qui s'est pété un croisé pendant les Games et qui ne l'a pas dit au staff médical parce qu'il avait peur de se faire sortir. On a Ionekoski il y a 2 ans, je crois, qui était tombé en faisant un pegboard et il avait l'épaule dans la boîte à gants et il a fait la compète comme ça. On a Brooke Wells qui arrivait avec le coude cassé et qui s'est luxé le coude pendant la compétition, elle. Tia l'année dernière qui souffrait du bas du dos. Ah, donc il faut savoir qu'ils arrivent tous vraiment, vraiment blessés. Mais c'est parce qu'ils poussent tellement loin leur entraînement et ils vont chercher tellement loin que c'est ce qui arrive. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Willy il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, 2 ans. Donc je pense que Will, ce serait top que tu nous parles un peu de comment toi, ta blessure, elle est arrivée. Ouais, bah c'est exactement ça. J'aurais pas mieux pu résumer la chose que tu l'as fait concernant le sport de haut niveau. C'est vraiment flirter. Moi j'aime bien cette métaphore. C'est vraiment il y a une ligne, c'est la blessure, et le but du jeu c'est s'en rapprocher le maximum sans jamais la franchir. C'est exactement ça. Au niveau, on essaye de ne pas la franchir, mais comme tu l'as dit, et ben automatiquement quand on joue, des fois on perd et on la franchit souvent, et il y a beaucoup plus d'athlètes blessés qu'on ne le pense. Et après, c'est aussi savoir un peu de l'intelligence quand tu t'entraînes pour ne pas, on va dire, aggraver la blessure, et peut-être mieux récupérer ou s'adapter vis-à-vis de cette blessure, et également te permettre de continuer à t'entraîner. Concernant ma blessure, moi cette histoire, bah il y en a pas mal qui la connaissent, donc ceux qui la connaissent, je suis désolé, ça va peut-être vous sembler un peu du déjà vu, déjà dit. Et ben en fait, moi c'était très simple. C'était pour les Wodapalooza, tu me dis si je me trompe, type. C'était les Wodapalooza 2020, il me semble, ou 2021. Je sais plus. J'ai perdu le fil. C'était avant le Covid. Avant le Covid. Ouais, c'était la première fois que je me suis fait la première, on va dire, déchirure au niveau du sous-scapulaire. C'était avant le Covid. Je préparais les Wodapalooza. Ah oui, t'as raison, 2020. Ouais, 2020, voilà. Donc j'ai un peu perdu le fil avec le Covid. Il y avait cette épreuve avec le backpack, où il y avait le backpack, du coup c'est un sac à dos dans lequel il y avait à peu près 30 lbs, si je dis pas de bêtises, ça fait 13 kg 600. Dans le sac à dos, on avait 3 tours avec, je sais plus, il y avait 1000 mètres de run, 50 air squat et 10 ring muscle up. Et les ring muscle up, bah automatiquement ils ont annoncé cette épreuve 2-3 semaines avant pour que les athlètes se préparent. Donc tout le monde l'a un peu fait, je l'ai testé. Les ring muscle up avec le sac à dos, c'est complètement différent d'avec un gilet ST, vu qu'on a le poids vers l'arrière. Donc le passage, il se fait vraiment difficilement. Il y a une grosse tension sur le sous-scapulaire, et automatiquement. Et pour la petite histoire, là, j'en fais pas des caisses, mais pour vous dire, j'ai effectué le workout en test. Et je me suis blessé sur le 30e ring muscle up, c'est-à-dire sur le 3e tour et le 10e muscle up du 3e tour. Je les faisais par 3 ou 4 ou quelque chose comme ça. Et en fait, le dernier, au niveau du passage, j'ai entendu comme si on prenait une petite latte de bois derrière mon crâne et qu'on la cassait en deux. Et un énorme claque, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué, mais c'était pas douloureux. Et comme si j'avais descendu de quelques centimètres, je suis redescendu. J'avais pas mal, je sentais rien. C'est juste, j'étais vraiment surpris, un peu choqué. Mon corps était choqué également. Donc j'ai fait de suite quelques mouvements avec le bras. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, j'ai rien, etc., etc. Et en fait, l'après-midi direct, je commençais déjà à avoir une poche énorme bleue au niveau de l'épaule. La mobilité s'était considérablement réduite, etc., etc. Je savais pas trop ce qui m'était arrivé. Je me suis dit bon on verra bien le lendemain, t'alarmes pas de suite et tout, etc. Donc j'ai attendu le lendemain, j'avais mal. Je me rappelle, j'avais un shooting pour une ancienne marque à faire. Il y avait Joseph qui était là, donc j'étais un peu emmerdé parce que je devais pas faire pas mal de mouvements. J'ai dû quand même les faire, ces mouvements, parce que voilà, il y avait le shooting à faire, et c'est aussi, ça fait partie de mon métier. Et donc le lendemain, je savais pas trop. Je me rappelle, type, je t'avais appelé. J'avais essayé de savoir, d'avoir un peu un avis médical, parce que voilà, dans l'Est, c'est un peu compliqué de faire tous les examens médicaux qu'il faut rapidement. On n'a pas des structures spécialisées rapides, on est comme tout le monde. Et en fait, j'ai perdu un peu de temps, j'ai mis du temps à faire tous ces examens. Je me suis dit laisse-toi quelques semaines. J'avais un énorme hématome avec peut-être, je sais pas si Julien arrivera à mettre la vidéo ou les photos, mais vraiment une poche jaune verdâtre qui s'était dégagée sur l'épaule quelques jours après.
Et là, je m'étais décidé à faire les examens et tout, et au même moment, bam, la crise du Covid. Alors là, c'était impossible de réaliser des examens médicaux. C'est-à-dire que bien évidemment, entre ce laps de temps, j'avais annulé les Wodapalooza, je m'étais pas rendu, j'avais pris quelques semaines de repos et tout. Et là, bam, comme je l'ai dit, le Covid, impossible de réaliser des examens médicaux. Bref, c'était un peu la merde, et c'est normal parce qu'il y avait d'autres priorités au niveau des services médicaux, donc c'était vraiment problématique. Le Covid s'est passé, je me suis dit, bon, bah, voilà, maintenant t'as deux choix, tu laisses un peu reposer, tu sais que rien n'est cassé complètement, ou rien n'est au niveau des tendons, et que du coup tu peux continuer à t'entraîner, repose-toi un peu. On m'avait donné un avis médical en me disant, ok, t'as deux choix, soit tu te fais opérer, et du coup ça ira mieux, mais par contre t'as des mois d'arrêt, et tu dis peut-être adieu à ta saison prochaine, ou soit tu continues de t'entraîner, mais bon, tu risques d'avoir ça va être un peu de l'entraînement, on appelle ça à pâte à fixe, où tu viens essayer de coller ce que tu peux. Donc j'ai fait ce que je pouvais, j'ai choisi la deuxième option étant donné qu'ils venaient d'annuler ma qualification au CrossFit Games à cause du Covid et qu'ils avaient invité qu'un certain nombre d'athlètes et que les champions nationaux n'étaient plus invités. Donc j'avais un peu cette amertume et je me voyais pas me faire opérer et mettre encore une croix sur pas mal d'événements CrossFit parce que ça me tenait à cœur. Donc je me suis dit ok, c'est pas grave, je prends le risque. J'y vais, c'est important, ça me tenait à cœur, je voulais montrer ce dont j'étais capable, donc tu vas t'entraîner. Je me suis entraîné, pour être tout à fait honnête, 1 an avec beaucoup de douleurs. C'était vraiment psychologiquement éprouvant parce que j'avais tous les jours mal. Tous les jours, je pouvais pas faire ce que je voulais. Tous les jours, je pouvais pas faire exactement la séance que j'avais. Il y avait des jours, c'était impossible de mettre quoi que ce soit au-dessus de la tête. C'était vraiment compliqué et plus j'avançais dans la saison, plus il m'était impossible de faire demi-tour sur l'opération, étant donné que j'avais un pied dans la saison et que là, qu'il fallait que j'assume mon choix et que je me dise, ok, bon, bah, tente quand même cette saison. Donc, j'ai fait le choix de tenter cette saison. C'était vraiment compliqué pour être tout à fait honnête. Hein. J'ai fait des compétitions, j'ai fait les Dubaï avec l'épaule comme ça, j'avais vraiment mal. C'était vraiment compliqué, etc. C'était, bah voilà, je veux pas m'étaler sur la chose, mais psychologiquement, ceux qui sont déjà entraînés blessés, c'est vraiment un poids qui pèse constamment sur vous. Ça devient épuisant, pas épuisant que physiquement, épuisant psychologiquement, et c'était vraiment quelque chose que j'ai plus envie de refaire. Donc arrivé aux Open 2021, voilà, il y avait un premier workout, je le fais. Ce workout avec des wall walk, et sur la redescente d'un wall walk, je sens un autre craquement, un peu dans le même style mais moins fort. Honnêtement, sur le coup, j'ai directement compris. J'ai arrêté mon workout, c'était avec les wall walk, c'était le premier workout des Open. J'ai arrêté mon workout, j'ai dit ok, c'est pas grave, tu récupères, tu le tenteras l'après-midi, mais honnêtement dans ma tête je savais que c'était cassé complètement. Je l'ai retenté l'après-midi, j'ai terminé le workout parce que je m'étais dit bon voilà, tu vas jusqu'au bout même si t'as mal. Je suis un bébête, hein, je suis résistant à la douleur et je continue même. Voilà, je voulais aller jusqu'au bout de mon idée, même si c'est pas quelque chose que je recommande. Et il y avait trop de choses en jeu avec les sponsors, ma saison, mes revenus, etc. Et comme tout le monde, hein, bah voilà, on fait un prêt pour acheter une maison. Il y a plein de choses en jeu et ben il faut assumer. Et des fois c'est pas toujours facile. Et arrivé le deuxième workout, c'est un workout avec des dumbbell snatch, des burpee box jump. J'avais mal, je le fais, je réalise quand même un des meilleurs scores mondiaux ou le meilleur score français. Bref, c'était quelque chose de bien, mais je savais que mes Open étaient terminés dans la tête. Le workout d'après, il y avait des thrusters et des barres muscle up. Impossible de les faire. Donc j'ai dû annoncer que voilà, c'était fini. Et pour être tout à fait honnête, j'avais cette part de soulagement, tristesse, soulagement, parce que j'en avais marre de m'entraîner avec la douleur, j'en avais marre de WOD avec la douleur. Moi, je suis un heureux quand je vais à l'entraînement. Je pouvais passer une journée de merde quand je suis dans la boxe, j'ai le sourire, je dis des blagues, je chambre. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et là, je prenais plus trop de plaisir à l'entraînement, donc c'était un soulagement. Et donc voilà, je me suis fait opérer et s'en est suivi une année compliquée mais belle avec un beau comeback. J'en ai appris énormément, bien plus sur moi-même que durant toutes mes années au haut niveau, durant cette année. Et si c'était à refaire, je dirais même que si on me proposait le choix de pas te blesser ou de blesser, je choisirais de me blesser parce que ça a fait l'homme que je suis maintenant et beaucoup plus mature, qui se connaît beaucoup mieux, qui est plus intelligent dans son approche des choses et ça a fait de moi la personne que je suis et voilà, je referai exactement la même chose, même me blesser. Donc voilà, c'est désolé pour ceux qui connaissaient l'histoire, mais voilà, c'est pour l'histoire de la blessure, elle est terminée. C'est beau, c'est très beau, oui. Merci bien. Mais moi, j'aimerais bien rebondir sur un truc que tu as dit, parce que tu parlais un peu d'errance. Trouver un spécialiste, tu parlais de l'Est, mais en fait, bon, moi j'étais dans le même endroit que toi quand j'ai vécu la même chose. On pense toujours qu'à partir du moment où on a un bon niveau,
où on est sportif de haut niveau, on pense qu'on a un staff médical qui est derrière, alors qu'en fait c'est une vraie galère. Il faut trouver à chaque fois une personne qui sera compétente dans le traitement de sa douleur, ou même, si c'est de la douleur mentale ou physique, quoi, aller voir quelqu'un qui peut vous suivre. Et c'est la croix et la bannière pour un sportif, parce que non seulement il y a des spécialistes, par exemple pour le genou, des spécialistes pour l'épaule, après il faut trouver des kinés. Est-ce que ce kiné participe à telle ou telle machine même, il y en a par exemple qui m'avaient fait des ondes de choc alors que certains n'avaient pas d'appareil pour les ondes de choc. Et en fait c'est toujours compliqué de trouver un spécialiste ou d'avoir une équipe de spécialistes autour de soi pour récupérer de sa douleur. Donc ça, c'est aussi je pense que ça peut être un vrai frein dans la récupération d'un sportif. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, Toi. bah, Ah oui. je peux rebondir à ce que Ouais. tu dis, mais ça va directement bifurquer sur Tib parce que Ouais. moi j'ai eu la chance d'avoir Thibaut. Voilà, une de mes grandes chances et un des moments clés de mon processus d'opération, de réhab, etc. Ça a été Thibaut parce que voilà, j'étais en galère. Je suis allé voir plein de spécialistes. Honnêtement, avoir un IRM, un arthroscanner, une écho, quelque chose comme ça, c'est un merdier pas possible. Moi, j'avais des délais de arthroscanner, on me disait 2-3 mois. Voilà, étant donné que si le tendon sous-scapulaire est complètement on avait suspicion de rupture totale, et ben après il y a une dégénérescence du tendon. Et du coup, là, si la dégénérescence elle est engagée, et ben après ça engendre plein de choses négatives et il y a des choses qui sont irréversibles. Donc Thibaut, il m'avait mis au courant de ça. Moi, je suis quelqu'un j'aime bien, je me suis renseigné, j'ai passé des heures sur l'ordi à chercher, j'aime bien comprendre les choses, on peut pas me dire les choses sans que je les comprenne, donc j'aime bien les chercher à droite à gauche. J'ai beaucoup parlé avec Thibaut et au bout d'un moment, c'est Thibaut qui a pris les choses en main. Euh, parce que j'avais été voir un premier spécialiste et pour l'anecdote, ce spécialiste, il m'a dit, Thibaut, il avait une suspicion de rupture totale du sous-scapulaire. Il y avait des tests, le belly press. Il y a plein d'autres tests pour savoir si le sous-scapulaire est pété ou même le long biceps. Et du coup, j'avais fait ces tests. Il y avait suspicion complète. Et donc voilà, c'était quasiment sûr. Je suis allé voir un spécialiste, même deux. Les deux m'ont dit non, mais le sous-scapulaire, il est pas pété. Hein. Il y a pas de souci, même si le belly press ça marche pas. À mon avis, c'est un truc de bursite avec le rugby et tout, etc. Ils m'ont dit ça, j'ai dit ok, bon, laissez tomber. Ensuite, Thibaut, il a pris la suite, il m'a obtenu un arthroscanner très rapidement avec une petite combine qu'il pourra vous raconter juste après, et qui est assez marrante. Et ensuite, j'ai eu la chance qu'ils me mettent en relation avec le docteur Roussan et le docteur Sablerol. Roussan qui est le chirurgien et Sablerol qui est le médecin, qui sont tous les deux qui sont spécialistes de l'épaule, en tout cas des sportifs de haut niveau, étant donné qu'ils ont opéré plein de sportifs de haut niveau à Montpellier, des handballeurs, des footeux, des rugbyman. Donc voilà, j'ai eu cette chance et moi ça aurait on va dire ma blessure n'aurait pas été traitée du tout de la même façon si j'avais pas eu Thibaut et j'ai une chance, mais d'un point de vue sportif je trouve ça lamentable pour les autres sportifs parce que voilà, je me dis peut-être qu'un sportif il aura pas cette chance et il pourra pas bénéficier de ça et c'est vraiment ça marque un peu une défaillance de notre système pour les sportifs qui sont pas dans une structure comme tu l'as dit. Et donc voilà, je crois que Mim, je te sens que tu as envie de rebondir sur quelque chose avant que Thibaut nous raconte par quoi il s'est fait passer pour m'obtenir ces rendez-vous. Ouais, on va faire durer le suspense, mais c'est vrai que, en fait, moi, juste pour raconter une anecdote, moi, quand j'étais blessée, j'étais souvent blessée quand je faisais de l'athlé. Après, j'ai eu cette tendinopathie rotulienne, c'est la maladie du sauteur, quoi, entre guillemets, un truc assez basique, en vrai, aujourd'hui, à traiter. Mais j'étais allée voir plein de médecins et mes parents n'étaient pas éduqués. En fait, ils ont jamais évolué dans le milieu sportif. Et donc, du coup, ils ont cherché à aller voir des médecins du sport dans chaque coin. Et donc, on allait prendre des avis quand même partout. Dont un médecin, et je me souviens, vers 15-16 ans, qui m'a dit « Non, mais en fait, on va t'opérer du genou et tu pourras plus jamais courir. » Et en fait, je l'ai regardé et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, en fait. Et heureusement que j'étais bien entourée parce que pour moi, en fait, ma vie, c'était l'athlé. Je considérais rien autre chose, même pas ma vie sans ce métier-là, en fait. Moi, ça devait être mon métier. Du coup, si j'avais été toute seule, je pense que j'aurais pu même arriver à faire une tentative de suicide par un mec comme ça qui m'avait mal conseillé et qui avait dit que ta vie, elle était foutue. C'est pourquoi, en fait, tu étais en train de travailler depuis des années où tu travailles même dans ton futur. Et ça, je pense que l'entourage médical est important, et son entourage aussi personnel. Donc voilà. Je suis bien d'accord. On dit toujours qu'il faut prendre plusieurs avis. Quand il nous arrive quelque chose de grave, la problématique de prendre plusieurs avis, c'est d'avoir
plusieurs avis dans un délai qui est convenable aussi. Donc là, c'est ce que vient de dire Will. Donc Will, il fait partie d'une fédération qui n'existe pas. Donc aux yeux de l'État, il est sportif de haut niveau par ce qu'il dit. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce vrai statut de sportif de haut niveau. Donc, si vous faites partie d'un club professionnel de handball, de foot ou de rugby, on voit sur Montpellier, ils ont tous des structures avec plein de médecins, donc en interne, qui sont vraiment salariés par le club. Et ensuite, ils ont des accords avec les hôpitaux, avec les cliniques, avec les centres de radiologie, ce qui fait qu'ils ont des rendez-vous déjà tout prévus, en fait, tous les lundis matins, parce qu'ils jouent le week-end. Il y a plein de créneaux qui sont bloqués pour eux, qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas. S'ils n'utilisent pas, ils font passer des gens normaux. Mais sinon, ils ont des créneaux déjà faits. Mais quand on est quelqu'un comme Will, aussi bon soit-on, ça marche pas. Donc, quand on avait eu cette suspicion-là de rupture du subscapulaire, Will, il m'appelle, il me dit j'ai impossible de trouver un rendez-vous, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est quoi, je vais m'en occuper, je vais essayer. Sauf que moi, j'ai mon réseau à Montpellier, donc je peux lui trouver quelque chose sur Montpellier, mais dans l'Est, je connais personne. Donc, du coup, j'ai appelé tous les centres de radiologie. J'ai pris une voix super sympa et j'ai appelé en disant que j'étais le kiné de l'équipe de France de CrossFit, en me doutant qu'elle savait pas ce que c'était le CrossFit, la dame à qui je parlais, et en disant mais c'est vraiment trop important. Et voilà, donc si vous voulez, je vous envoie son compte, je vous dis qui c'est, etc., cherchez sur Google, blablabla. Et puis au final, en bataillant un petit peu au téléphone avec elle, elle a appelé une de ses collègues pour voir si l'autre avait une place. Bref, on a réussi à avoir une place, mais c'est ce qui a déclenché l'alerte, puisque du coup, on a eu cette confirmation de rupture du subscapulaire, qui a fait que du coup, j'ai fait marcher mon réseau montpelliérain et on a pu lui avoir cette place. Mais en fait, heureusement qu'on avait ce réseau-là, parce que son tendon, il était en train de se rétracter et de dégénérer. Et donc, tout à l'heure, Will, il dit ça aurait été différent. Il y a une possibilité qu'en ayant attendu 2 semaines de plus, Will, il retrouve juste jamais son niveau. C'est-à-dire qu'il ne puisse jamais remettre le bras vraiment au-dessus de sa tête comme ça, en tout cas pas à ce niveau-là. Et donc, en fait, sa carrière est finie. Voilà, point. Donc, faut dire que Will, il a eu cette chance, mais il y a plein de gens, il y a énormément de sportifs amateurs aussi qui en fait passent par le traitement comme tout le monde, c'est-à-dire ils appellent le centre de radiologie, on leur dit arthroscanner dans 3 mois et ensuite le chirurgien il les voit 2 semaines après et puis ils se font opérer quand il y a de la place. Voilà. Donc là il a eu cette chance-là, mais c'est vrai que c'est délicat et ça prouve un petit peu un espèce de problème dans notre système de santé qui est pourtant extraordinaire et ça reste un problème. Ouais, et en plus, là, on parle quand même d'un athlète comme Will, qui est considéré quand même un athlète pro, même si du point de vue français, il n'est pas athlète professionnel, comme tu dis, il appartient pas à une fédé, et qui a un soutien. Donc, il a toi, il a sa famille, il a des gens autour de lui qui le soutiennent. Et on peut se référer un peu au podcast numéro 1 où on parlait vraiment de l'athlète de haut niveau, comment il est construit depuis qu'il est petit, et comment il grandit avec un cercle de gens autour de lui. Donc, c'est pas seulement le cercle d'amis et de gens, c'est aussi le cercle médical et de préparation physique. Parce qu'en fait, on comprend que plus les sports se professionnalisent, plus les résultats doivent être au rendez-vous. Ça me fait penser à ce que tu disais sur les athlètes pro, Will, parce que sans résultat, tu n'es pas un athlète pro, et c'est la réalité. Mais plus ces résultats sont poussés, plus les athlètes montent en gamme, plus l'intensité monte, et plus l'intensité monte, plus les athlètes frôlent cette limite avec la blessure, et se cassent, quoi, tout simplement. Et on peut le voir avec des gars, je crois qu'on en reparle après, mais Tiger Woods, Tom Brady, tous ces gars-là qu'on connaît assez bien, qui sont revenus de blessures super graves et qui avaient la chance d'avoir un soutien, etc. Mais on ne parle pas de tous ces héros, ces sportifs qui ont pris un mur dans la tronche et qui en sont jamais revenus, quoi. Et 99% de ces gens-là, on n'en parle pas et ils n'existent plus. Et comme tu dis, Mims, ils ont une vie super dure et ils sont passés sûrement par des phases psychologiques assez dark où ils doivent se retrouver aujourd'hui à faire quelque chose qui est complètement différent et ils doivent être rongés par l'amertume de ne pas avoir accompli ce qu'ils voulaient. Mais en plus, il n'y a pas que l'athlète pro, il y a aussi l'athlète amateur dont on ne parle pas du tout, qui lui n'est pas du tout éduqué. Lui se blesse de manière assez bête par manque d'éducation et de soutien, etc. Mais en plus de ça, il a rien du tout derrière, quoi. Il a son métier, il doit assurer. Et je pense que c'est important qu'on passe avec ce podcast, cet épisode, avec l'expérience qui est ici, à des choses concrètes sur comment on peut optimiser la rééducation, la réhabilitation de ces athlètes amateurs et pros. Et je pense que ça serait bien de commencer par toi, Thib, avec des actions concrètes sur la mobilité, quel spécialiste consulter, quel délai en fonction de telle blessure. Je suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter là-dessus. Ouais, avec grand plaisir. Mais oui, en effet, c'est le sportif amateur qui est le plus confronté à une dure réalité et qui va voir sur Google ce qu'il doit faire. Et c'est assez dur de trouver. Il y a des gens qui sont super bien conseillés. Doctissimo, exactement. On trouve tout, hein.
On a souvent le cancer, mais on trouve tout. Euh, donc, il y a quelque chose qu'il y a à savoir, c'est que quand on suit une réhabilitation, donc que ce soit à une petite blessure, une blessure très grave, qu'on ait subi une opération ou pas du tout, la première chose, c'est d'aller voir des spécialistes. Donc, c'est d'aller voir quelqu'un qui va vous conseiller et qui va vous prendre en main et qui va vous suivre tout du long. Euh, donc, cette personne-là, elle va faire un premier bilan avec vous et ensuite, elle va pouvoir établir un long protocole. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est blessé, il faut aussi accepter de s'arrêter parfois. Il faut accepter de ralentir son entraînement. Il faut accepter de potentiellement complètement l'arrêter. Si je prends un exemple de chirurgie et que vous prenez l'exemple de Willy ici, Willy, quand il s'est fait opérer, il avait beau avoir le droit de faire du vélo, il n'a pas fait de vélo. Voilà. Il a laissé toute l'énergie possible de son corps à la cicatrisation de son épaule. Et c'est la clé. Par contre, parfois, on a des blessures moins importantes que ça, on n'a pas de chirurgie. Et là, il suffit simplement d'adapter son entraînement et on est capable, à la fin, de continuer à s'entraîner quand même. Donc, quand on se blesse, on va avoir un protocole hyper méthodique et donc il va falloir le suivre. Et la clé, c'est de le suivre. C'est comme tout. Il faut faire confiance à la personne et aller là-dedans et s'y jeter à fond. Et pas essayer de faire une semaine quelque chose et puis en fait, on ne voit pas encore les résultats, alors on change de méthode, etc. C'est comme dans la programmation au CrossFit, c'est comme dans tous les domaines en nutrition, il faut s'y tenir pour voir des résultats. Et donc, la première chose qu'on voit, nous, en termes de réhab, c'est ne pas en faire trop. La plupart du temps, les gens en font trop. Donc, principalement chez les sports addictifs comme le CrossFit, comme le running, où les gens veulent vraiment reprendre l'entraînement le plus vite possible, rapidement, dès qu'ils se sentent un petit peu mieux, ils vont retourner à la salle pour essayer d'en faire. Et donc, ils se disent, je sais pas, moi, je me suis fait mal au genou, j'ai pas mal au haut du corps, je peux faire des pull-ups, je peux faire des pompes la tête à l'envers. Et puis la dernière fois, en plus, chez mon kiné, j'ai fait 20 minutes de vélo sans résistance. Et là, Will, il vient de poster un WOD avec du bike. Ça a l'air énorme, c'est 60 minutes à haute intensité, c'est top. Donc du coup, ils vont faire ça. Et le résultat, c'est que leur kiné leur avait dit non, toi, tu calmes le jeu. Je t'ai dit que ça, c'était le protocole. Et donc, ils vont faire le WOD. Ils reviennent avec un genou qui fait 3 fois la taille du genou initial. Et donc, du coup, ils ont perdu en fait 10 jours. Et ça, c'est un gros problème. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des délais incompressibles. Et ça, c'est hyper important à savoir. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous sentez bien que vous allez spécialement bien à l'intérieur, physiologiquement. Donc, par exemple, que vous soyez Willy George, Matt Fraser, Tiger Woods ou Monsieur Tout-le-Monde, eh bien, une fracture, ça prend entre 6 et 8 semaines à cicatriser. Et ça, c'est pour tout le monde. Et donc, vous ne pouvez pas en fait changer la physiologie. Il y a certaines personnes chez qui ça va prendre 6 semaines et d'autres, ça va prendre 8. Donc, je suis d'accord qu'il y a un certain jeu entre les deux. Mais par contre, chez tout le monde, ça prend quand même ce temps-là. Et donc, il faut respecter ça parce que sinon, vous allez en faire trop, etc. Vous allez potentiellement refracturer et en fait, d'essayer d'avoir gagné peut-être une semaine, et ben en fait, vous allez en reperdre 8. Voilà. Et ensuite, il y a autre chose qu'il faut dire aussi, parce que on s'éduque pas mal sur les réseaux sociaux aujourd'hui sur la réhab et sur les délais, et on voit beaucoup de choses. Et je vais faire le lien entre les sportifs de haut niveau et sportifs amateurs. Tout le monde est capable de récupérer d'une rupture des ligaments croisés antérieurs en 6 mois. Ça, c'est la théorie. Mais c'est la théorie parce que physiologiquement, il vous faut 6 mois pour avoir un accord pour reprendre la compétition à haut niveau. Donc, il y a une histoire avec Zlatan Ibrahimovic qui avait éclaté tous les records de performance sur chaise isocinétique à partir de 4 mois et demi. Il avait, si on ne vous disait pas à quel moment il en était de sa rédux, on aurait dit qu'il était bien plus loin que ça. Et donc, en fait, il a eu interdiction de jouer jusqu'au 6e mois à cause de ça, parce que c'est physiologique, il n'avait pas le droit de reprendre. Et quelqu'un comme Willy ou comme Zlatan, c'est des gens qui, à la base, ont une carcasse musculaire qui est tellement développée que quand ils vont se faire opérer, eh ben, en fait, ils ont beau avoir 1 mois d'inactivité, il leur en reste en fait 90%, en tout cas 3 fois plus que ce que nous, on n'aura jamais dans notre vie, même eux, après s'être fait opérer. Ce qui fait que ça va faciliter le retour à la rehab, mais aussi à la compétition. Mais ça, c'est basé sur leur génétique, mais basé sur le travail qu'ils ont fourni avant. Et donc, une des choses aussi qu'on conseille régulièrement, c'est si vous devez vous faire opérer et qu'il n'y a pas d'urgence comme celle de Willy, par exemple, où il y avait une rétractation, eh ben, posez-vous la question et discutez-en avec votre médecin ou votre chirurgien et votre kiné de dire, est-ce que je ne prendrais pas 1 mois avant l'opération pour me préparer à l'opération, c'est-à-dire en fait faire du renfort, si c'est possible avec votre blessure, pour préparer tout ce qu'il y a autour
qui va faire en sorte que du coup, vous allez récupérer plus vite. Donc, ce mois perdu au début, il peut potentiellement être complètement gagné à la fin, voire même gagner beaucoup plus que ça, et surtout rendre la RIA beaucoup plus facile. Ouais, moi je vais continuer sur la lancée de ce que tu dis, Tib, mais pas sur un point de vue médical comme tu l'as fait, parce que voilà, pour être honnête, si vous êtes sportif, écoutez et réécoutez ce qu'a dit Thibaut, c'est super important. Comprenez qu'une blessure, et comme l'a dit, ça rejoint ce qu'a dit Mims, il faut être prêt physiquement et mentalement pour se soigner, et ça c'est quelque chose que j'ai compris un peu à mes dépens, et un peu comme Mims à l'époque. Voilà, c'est quelque chose de très dur, surtout quand on a sa vie qui dépend de son sport, et ben automatiquement ça met un gros impact, c'est très dur psychologiquement. Moi, pour vous donner un exemple, je me base sur mon histoire personnelle, mais voilà, le chirurgien, Monsieur Roussan, et Docteur Sablérol, qui sont des personnes en qui j'avais totale confiance au vu de ce que m'avait dit Thibaut, on va dire, de leur prestige et de leur background. C'est un peu pareil que les sportifs. Et ben, ils m'ont dit au bout d'un moment, voilà, t'as une rupture totale du sous-scapulaire, on va devoir également couper le long biceps. Mon sous-scapulaire, pour l'anecdote, il était carrément dans l'arrière de l'épaule, tellement que bah, automatiquement, on a un peu des gros muscles au crossfit, donc quand ça pète, bah ça pète fort, ça a arraché des bouts d'os devant, c'était vraiment pas beau à voir. Ils ont un peu galéré pendant l'opération, même beaucoup. Et il m'a dit, ok, bon bah t'en as pour 10-12 mois. Et dans 10-12 mois, c'est pas sûr que tu puisses retrouver ton niveau et c'est pas sûr que tu puisses refaire ce que tu faisais comme tu le faisais avant. Voilà, c'est tel quel, c'est un fait, ils te le posent, ils prennent pas de pincettes, ils te le disent comme ça. Et franchement, voilà, faut l'encaisser. Moi, je me rappelle, bah, tu prends un petit coup derrière la tête parce que tu te dis, attends, ils te disent de se faire des efforts de dingue, que tu as une rehab dans laquelle tu vas devoir être super sérieuse. Moi, je me rappelle, j'avais des étapes 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Et même des étapes intermédiaires dans lesquelles, voilà, il fallait que j'allais à Montpellier faire des tests physiques, également en imagerie, etc. Et on te dit, faut que tu sois sérieux, faut que tu t'investisses à 400%, mais c'est même pas sûr que tu puisses revenir. Et c'était ça qui était dur. Et là, c'est un conseil que je donnerai à tout le monde et que je donne souvent quand je fais des fois des interventions. Eh ben, vous avez le droit de pas être fort. Vous avez le droit de craquer. Vous avez le droit de pas être bien. Vous avez le droit de vous apitoyer sur votre sort. Mais il faut pas que ça dure 20 000 ans. Tout le monde le fait. Ne croyez pas les trucs Instagram, stay strong, keep pushing, machin, etc. La bullshit qu'on peut entendre des fit influenceurs qui ont jamais rien fait de leur vie et qui vont vous donner des conseils sur les blessures. Non. Ça, c'est pour vous faire culpabiliser. Vous avez le droit de pas vous sentir bien. C'est pas, et ne culpabilisez pas pour ça. Vous avez le droit de vous dire que ça va être compliqué, que tout est contre vous. L'important, c'est que ça dure pas longtemps et que vous basculiez au niveau du mindset sur la suite, sur OK, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre toutes les chances de mon côté? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette rehab? Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être travailler des secteurs dans lesquels je peux travailler avec ma blessure et utiliser au maximum ce temps de réhabilitation qui m'est donné. Moi, je me rappelle que ça m'a permis de lancer des projets, ça m'a permis d'améliorer certains secteurs de mon fitness, ça m'a permis de faire d'autres choses, ça m'a permis de changer peut-être ma vision de l'entraînement, d'essayer des trucs. Et malgré toutes ces étapes, voilà, je savais il y avait que au bout de 6 mois que j'aurais le droit de faire des barres à nouveau. Et c'était long, c'était chiant. Je savais pas si ça allait être pareil qu'avant. Honnêtement, pour être honnête, tout le monde m'a dit, oh, t'es revenu super fort, c'est super vite, c'est trop bien. Il y a encore ça quelques mois, j'avais encore super mal à l'épaule une semaine sur deux. Voilà, c'est des blessures comme ça met du temps. C'est pas parce que vous voyez sur les réseaux que tout va bien. Vous êtes pas là tous les jours à l'entraînement. Un sportif, c'est pas ça. Et quel que soit le degré de niveau, eh ben voilà, une blessure c'est compliqué. Et comme l'a dit Thibaut, ça passe par des étapes. J'aime bien cette métaphore. Si vous allez gravir l'Everest, à la fin de la première journée, vous n'allez pas penser arriver au sommet. Vous allez penser arriver au premier refuge. Et ben le premier refuge, c'est la première étape. Il faut vous fixer des étapes intermédiaires et pas voir constamment l'objectif, on va dire, central, global, maximal que vous êtes fixé. Il y a des étapes intermédiaires, pensez aux ces étapes intermédiaires. Quand vous êtes arrivé à l'étape 1, pensez à l'étape 2 et ainsi de suite. Ça vous aidera. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Et voilà, j'en ai jamais vraiment trop parlé, mais c'était... Moi, une période vraiment dure. J'ai eu une période où j'étais, je pense, je l'admettrai jamais, mais moi, c'est l'admettre un petit peu. Je pense que j'étais en dépression complète, parce que je me disais que j'allais pas revenir. Je voyais d'autres personnes être en forme et tout, etc. Bon, on se met au fond du trou. J'ai eu une période où j'étais pas bien, mais j'ai tendance à penser que c'est ça qui nous construit, c'est ça peut-être qui nous définit par la suite. Donc, j'ai eu la chance peut-être d'avoir des bons conseils. Et quand on touche le fond, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'appuyer fort pour remonter. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai pas forcément un mérite de dingue, plein de personnes l'ont fait, plein de personnes vont le faire, et si je l'ai fait, plein de personnes peuvent le faire. Donc c'est simplement ce message que j'aimerais passer aux personnes qui se blessent, c'est c'est dur, c'est compliqué, je vais pas vous dire que ça va être simple, mais faites confiance au personnel médical, fixez-vous des étapes.
soyez intelligents et puis vous verrez qu'avec le temps, on voit des petites améliorations. Oui, Will, tu te jettes pas trop de fleurs. Nous, on sait parce qu'on a échangé quasiment tous les jours pendant cette période-là. Et oui, tu as eu des périodes où tu étais vraiment au fond. Mais d'un autre côté, c'est vrai que il faut savoir que quand Will il a vu les chirurgiens, les médecins, s'ils avaient à parier sur ton retour à la compétition, ils auraient parié sur le fait que tu reviendrais jamais. Ah non, mais Parce pour être parce honnête, que pour être honnête, toutes les semaines, Amélie pourra vous confirmer, toutes les semaines, je lui ai annoncé que j'arrêtais le CrossFit et que j'allais l'annoncer sur les réseaux, hein, que ma carrière était terminée, que j'allais me consacrer 100% sur le coaching. Je l'ai dit, je l'ai dit plein de fois, et ce qui m'a sorti de la tête de l'eau, pour être tout à fait franc, c'est quand tu m'as proposé et que tu m'as dit que les Dubaï voulaient m'inviter et pour la compétition. Et à partir de ce moment, j'ai complètement switché dans la tête et ça m'a mis une ligne de mire. Je me suis dit, ok, sois prêt pour les Dubaï. Et c'est ça qui m'a fait aller mieux, et aussi bien mentalement que physiquement, parce que souvent une blessure comme ça, automatiquement dans la tête on plonge. Et c'est pas parce qu'on plonge qu'on est faible, bien au contraire, c'est peut-être une bonne opportunité d'être fort. Et donc voilà, je voulais simplement préciser ça. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est quoi le propre de la blessure, et c'est chez tout le monde pareil. Je le vis sur moi-même, et je l'ai vécu sur tous mes patients. C'est qu'à partir du moment où on est blessé, il y a un sentiment qui s'installe très rapidement, hein, qui fait que on a l'impression qu'on va plus jamais ne plus être blessé dans sa vie. C'est-à-dire que si on se fait un claquage musculaire, on a l'impression que cette douleur elle va rester toute notre vie. Elle ne partira jamais. et tout le monde le vit. C'est incroyable. Et donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus où il faut accepter ça et se dire que fixer un point, un objectif, et y aller doucement et calmement avec son thérapeute et voir ça. Mais oui, on passe par des moments de doute qui sont très forts. Mais à partir du moment où on suit, on respecte la règle et on s'accroche à quelque chose, eh ben, tout le monde, sans exception, tout le monde peut sortir de là. Moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est, tu vois, par exemple, moi, ma blessure, je l'ai eue pendant 1 an. Et je l'ai traînée. À partir de quel moment tu dirais que un athlète, il peut faire confiance à son protocole et dire qu'il est sur la bonne voie? Parce qu'au bout de 6 mois, si à un moment donné, la douleur est tout le temps la même et que pourtant tu bosses comme un dingue, est-ce qu'il faut que tu continues ce protocole et que tu gardes un bon mindset? Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut changer de kiné ou quoi que ce soit? Je pense que si je prends 1 an, là comme toi, c'est trop long. Voilà. C'est trop long, et surtout, est-ce qu'il y avait une amélioration, même s'il y avait toujours une douleur? Est-ce qu'il y avait une amélioration? Est-ce qu'il n'y en avait pas? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Mais surtout, il faut le mettre au départ. En fait, c'est lors de ton bilan initial avec ton kiné ou ton médecin. Si douleur il doit y avoir, et par exemple, Will, c'était le cas, c'était écoute, ton épaule, elle va maintenant être douloureuse de temps à autre. Dès que tu vas faire un faux mouvement, dès que tu vas te retrouver dans une mauvaise position sous ta barre, ça va relancer une inflammation, tu dois être prêt à ça. Et il faut que tu l'acceptes, ce sera comme ça toute ta vie. Mais par contre, en effet, il faut se poser la question assez rapidement. Si à partir de 3 mois, tu vois qu'il n'y a pas d'évolution, ne serait-ce que dialoguer avec son médecin, avec son kiné, et dire, écoute, tu vois pas d'amélioration, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on change quelque chose? Est-ce que je fais quelque chose en trop ou quelque chose en moins? Voilà. Et voir si la personne en face de toi, elle se remet en question aussi, elle dit, non, j'ai toujours fait comme ça marche sur tout le monde. Bon, c'est pas la bonne personne, mais c'est que de la communication là-dessus et c'est que du sentiment. Par contre, à l'inverse, dire, ça fait 1 mois que tu me traites, oh, je vois rien comme amélioration, peut-être qu'un mois, c'est pas assez. Et parfois, ça prend plus qu'un mois pour traiter une douleur ou pour simplement voir une évolution. Donc, c'est un peu comme la programmation. On a beau faire de la force pendant 3 mois, on va peut-être pas faire de PR encore. Par contre, ça va peut-être payer au bout de 6 mois. Voilà. C'est un peu la même chose là-dessus. Donc, il faut adapter à chaque blessure, mais avant tout, communiquer son ressenti et voir comment l'autre accepte le ressenti et le feedback sur son travail aussi. Et je rebondis là-dessus, parce que en tant que honneur de boxe, là, pendant une dizaine d'années, avec David et l'équipe à Louvre, on a vu passer des dizaines, même des centaines de gens qui, suite à un accident de la vie de tous les jours, ou un accident de sport, ou même un petit bobo, une petite douleur à l'épaule, etc., arrêtaient du jour au lendemain la pratique sportive. Et on sait aujourd'hui que l'athlète, oui, il a besoin de récupérer, il aura besoin d'une période, comme tu dis, un délai incompressible de repos de cette partie-là, etc. Mais c'est pas une raison d'arrêter complètement la pratique sportive. Et au contraire, je pense qu'il y a pas mal de contre-indications à ça. Je crois que c'est prouvé aujourd'hui qu'un athlète qui continue à travailler, par exemple, sur le bras droit, alors qu'il est
blessé au bras gauche, ça va optimiser sa récupération à un point de vue neurologique et physiologique, etc. Mais pour en revenir au box, un truc pour les personnes de tous les jours qui s'entraînent dans des affiliés CrossFit, Mims, toi qui as coaché des centaines de gens, est-ce que tu aurais un conseil pour les coachs, pour les encadrer, pour les inclure dans les séances et pour les athlètes qui sont blessés, pour qu'ils continuent à venir dans les séances? Déjà, je pense que le premier point, c'est de rassurer les personnes qui sont blessées en les rassurant, en disant qu'elles peuvent continuer à pratiquer, justement. Et je leur demande toujours à quel point elles sont dans leur inflammation. Par exemple, si c'est une tendinite, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en pic inflammatoire? Et ça, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que les personnes ne savent pas. Et donc, ce qui serait bien, et ça, je pense que ça sera encore un autre débat, mais c'est de se dire quel lien on pourrait avoir avec un kiné en tant que coach, pour adapter au mieux la séance, et à quel moment, en fait, on peut adapter, par exemple, comme tu dis, utiliser le bras droit, ou laisser complètement la personne tranquille et lui dire attends encore une semaine, reste chez toi, et reviens la semaine prochaine, et là, on va adapter avec ton bras opposé, par exemple. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je m'assure de cette période inflammatoire s'il est en pic. Du coup, je dis à la personne qu'aujourd'hui, ce qu'elle va faire, c'est pas d'intensité. Comme ça, en fait, elle reste dans une mouvance, mais en même temps, et puis elle reste toujours dans ce cadre de l'entraînement. Elle vient pas démissionner, on va dire, et en même temps, elle vient pas inflammer, où on va sursolliciter son système. Et après, sinon, si c'est un bras, en fait, elle a un autre bras, elle a 2 jambes. Donc quoi qu'il arrive, je peux complètement changer le mouvement. Il y a un principe en CrossFit qui s'appelle le scaling, où on vient adapter l'entraînement, et dans ce cas-là, on le fera d'une manière intelligente. Si c'est une blessure au bas du dos, on peut garder la personne assise sur un objet, on peut garder une personne à utiliser qu'une technique stricte, par exemple, pour pas avoir des douleurs au bas du dos. Bref, on a en tant que coach de CrossFit, et ça c'est la beauté d'un vrai coach professionnel, c'est un entraîneur professionnel, on va dire ça, parce qu'il faudra attendre pour le level 4. Mais en tout cas, on a une boîte à outils qui est immense. Et donc, quand on vient dans une affiliée, vous pouvez faire confiance à un entraîneur qui a évolué dans la méthodologie CrossFit, parce qu'il sait comment adapter. Je dis juste un truc là-dessus, mais après, c'est un apprentissage au fur et à mesure. C'est-à-dire que une personne qui est blessée, c'est un cas particulier. Donc chacun a une problématique particulière, et c'est au coach d'être intelligent, mais aussi à l'athlète, au client d'être intelligent et de travailler en communiquant l'un avec l'autre pour évoluer et adapter de la bonne manière. Le coach n'est pas du tout au fait de comment la personne se sent, que ce soit psychologiquement ou physiologiquement, et l'athlète, le client, n'est pas du tout au courant de ce qui est possible. Donc il y a vraiment besoin d'une communication entre les deux, et aussi, comme tu disais, entre les coachs, les affiliés et le personnel médical. Mais au Louvre, la chance qu'on avait, c'est que les kinés chez qui on référait, c'était des kinés qui s'entraînaient dans la boxe. Et donc, on pouvait avoir une communication directement avec eux en leur disant « Attends, il y a Micheline qui a mal au genou, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais ?» Et dans ce cas-là, en fait, ça facilite le travail de cette personne et sa rehab. Maintenant, aujourd'hui, il y a toujours il y a un côté où chacun travaille de son côté, et c'est au détriment d'une personne. Moi, en tant que coach sportif, ou un kiné de son côté qui fait la rehab et qui communique pas, alors qu'en vrai, on pourrait faciliter le travail de la personne et la faire revenir beaucoup plus vite. Ça, c'est bien dommage, en fait. Ouais, moi, Mims, j'aurais une petite question pour toi, parce que je connais un peu la réponse, je te l'ai déjà posé ces questions, on en a pas mal parlé, ça concerne la nutrition, parce que la nutrition, c'est une part super importante dans le processus de réhab, on va dire, pour revenir d'une blessure, et j'observe souvent, moi, au niveau des athlètes, qu'il y a 2 types d'athlètes. Il y a ceux qui se disent, oh, je suis blessé, je vais plus pouvoir m'entraîner comme avant, oh, je vais quasiment plus rien manger, je vais diminuer à fond ce que je mange, je fais super attention, bref, c'est limite se sous-alimenter, et pas de la bonne façon. Et il y a les autres qui vont se dire, je suis blessé, j'en ai plus rien à foutre, franchement foutu pour foutu, je m'envoie tout ce que je peux, des carottes nuggets comme Thibaut, voilà, ça là les cadeaux, voilà, il y a vraiment 2 types d'athlètes. J'ai l'impression, je schématise la chose, bien sûr qu'il y en a d'autres qui ont d'autres réactions, mais souvent on observe ça, et je voudrais que tu nous expliques comment, pourquoi en tout cas, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, et à quel point ça peut avoir des impacts négatifs sur cette réhab, et surtout sur votre délai pour revenir, parce que voilà, il y a des erreurs à pas faire, moi tu me les avais dit, et ça peut avoir un impact énorme, bien plus important qu'on ne le pense. Et en fait, ces 2 types d'athlètes là, ils sont tous les deux dans le faux. Celui qui mangera pas assez, il va diminuer sa récup.
parce qu'on a besoin en fait d'énergie pour pouvoir se restaurer. Et donc ça concerne un entraînement, mais ça concerne beaucoup de choses dans le corps qui permet qu'un humain fonctionne normalement tous les jours. Donc si en plus vous êtes blessé, eh ben, il faut lui donner des armes en fait pour pouvoir se battre. Donc dans ce cas-là, ça passe par aussi l'énergie qui va pouvoir entrer. Après, la deuxième chose, la personne maintenant qui va aller complètement dans un délire opposé et qui dit foutu pour foutu, je vais aller au McDo m'enfiler des trucs un peu à la con, et ben ça, lui aussi, il vient, même s'il mange assez, et ben le fait qu'il ait une mauvaise qualité nutritionnelle, il vient inflammer son système. Et le problème, et là vraiment, c'est le conseil principal si vous voulez vous restaurer après une nutrition, après une blessure, la nutrition, elle doit être qu'orientée vers l'anti-inflammation, en fait. Et dans ce cas-là, en fait, vous n'allez plus du tout travailler dans je mange bien, etc. C'est qu'est-ce qui fera que j'inflammerai moins mon système et que je le préserverai un maximum. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'actionnerai. Et ça va aller au-delà de la nutrition. C'est par exemple s'occuper de ce que vous faites en dehors et c'est par exemple le sommeil. Le sommeil, c'est le premier facteur qui va venir inflammer votre système. Si vous dormez pas, et dans ce cas-là, quand à un moment donné, par exemple, dans ton cas, Will, tu parlais justement de tout le stress mental que ça peut créer une blessure, et ça peut aussi nuire à votre sommeil. Et dans ce cas-là, vous êtes en train de nuire à votre récupération déjà. Donc ça, c'est la première base. Vous devez bien dormir et dans ce cas-là, mettre toutes les chances de votre côté. Il y a plein de tips là-dessus. C'est éviter les cafés 7-8 heures avant d'aller vous coucher, réduire les lumières ou commencer à s'exposer tôt à la lumière du soleil, donc pas à travers une vitre, mais avant 10 heures, 9 heures du matin, de rester constamment au soleil parce que même là, il y a des études qui ont montré que les analgésiques, etc., fonctionnaient mieux quand on était exposé au soleil. Donc bref, le soleil, ça vient synchroniser votre système et en plus, ça viendra améliorer votre sommeil. Allez, dans les Vosges, du coup, pour le soleil. Ouais, pas tout le temps. Et oui, Tim, tu veux dire un truc? Non, c'était pour rebondir sur ce que tu avais dit, tu sais, sur le coach et le kiné. Ouais. Parce que c'est du vécu aussi pour nous. Et en fait, le premier truc, c'est qu'il y a un énorme combat d'ego entre les différentes professions médicales. Et ça, c'est à savoir. Et donc, le kiné, il peut pas parler avec l'ostéo, alors qu'ils sont complémentaires. Le médecin, il veut pas parler avec le kiné parce qu'il est plus fort que le kiné. Et puis le kiné, le préparateur physique, ils peuvent pas se saquer. Ça arrive dans les clubs où ils sont employés par la même structure, mais encore plus en dehors. Et c'est la dernière chose qu'on devrait faire honnêtement. Et en fait, quand tout le monde travaille en harmonie et tout le monde se passe les infos, mais le patient à la fin, c'est trop facile. Et on a eu, nous, quelques cas avec CrossFit Castelnau-Lez où on avait bossé, en fait, j'avais beaucoup de patients, du coup, qui venaient me voir et qui étaient des crossfitters et qui étaient blessés. Et ben, en fait, ils faisaient un bilan avec moi. Et ce que je faisais pour qu'ils soient au courant, je leur envoyais, en fait, des consignes. Je leur disais, voilà, il a le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. De 0 à 21 jours, ça, c'est la règle. Et ensuite, de 21 jours à 45 jours, c'était ça. Et du coup, en fait, si je leur envoyais un mail avec un papier, et c'était facile pour le coach, parce que il arrivait au workout, il regardait le tableau blanc, il disait, OK, aujourd'hui, on fait thruster pull-up, et il disait, OK, donc toi, tu as ça. Il lisait le papier, OK, pas le droit de pull-up, adaptation des pull-up, ring row autorisé, très bien, ring row. Et il partait là-dessus. Et en fait, c'était super facile. Mais du coup, c'est pas simplement que le patient, il allait bien, du coup, c'est qu'il allait y récupérer encore plus vite. Parce que la beauté de la méthodologie CrossFit, c'est que tout est fonctionnel et que du coup, on est capable d'adapter l'intensité et le mouvement à ce qu'on est capable de faire. Mais du coup, ce qu'il faisait en salle, c'était beaucoup mieux que ce qu'il pouvait faire dans mon cabinet. Et on était bien équipés, c'est pas le problème. Mais déjà, c'est 10 fois plus ludique. Mais en plus, c'était vraiment pour son sport. Donc en fait, tout était super bien et il revenait en fait plus vite. Et donc ça, c'est vraiment un conseil à tous les coachs ou tous les kinés qui sont crossfitters. C'est, s'il vous plaît, travaillez ensemble et arrêtez de vous prendre le chou là en pensant que l'un est meilleur que l'autre, mais travaillez ensemble parce que du coup, vous allez amener le patient et à la fin, si le patient il récupère plus vite, ça va être vous le héros, enfin vous les héros dans l'histoire. Mais il va dire, en fait, il y a mon kiné et mon coach, ils m'ont fait un super programme, je suis revenu super vite. Vous croyez quoi? Son ami, il va venir chez vous en tant que kiné et il va s'inscrire à la salle avec vous parce que il veut la même chose. Donc, il faut vraiment arrêter cette petite guéguerre qui existe entre tous les sujets. Et ensuite, il y a autre chose que le kiné est censé faire et avec le coach, c'est que dès que le coach remarque quelque chose qui potentiellement peut être problématique,
eh bien, il faut qu'il l'envoie chez ce kiné là, à qui il a l'air de bien travailler, justement pour faire soit du traitement, soit de la prévention. Vas-y, je te sentais prêt. Ouais, je voulais réagir là-dessus parce que forcément, les affiliés CrossFit, c'est mon rayon, comme on dit. Mais, mais on voit comment les salles de CrossFit évoluent aux États-Unis dans les marchés un petit peu plus matures. Ce qu'on voit, c'est un mot qui est bien fancy à l'américaine, qui est amazing. C'est le mot holistique. Donc on voit de plus en plus de salles de CrossFit devenir des centres de santé holistiques. Quand je dis centre de santé, c'est pas forcément un truc chiant, mais c'est de plus en plus de salles qui ont la méthode de PPG, donc la préparation physique générale, parce qu'à la base, le CrossFit, c'est pour ça, c'est pour pouvoir appliquer ce qu'on fait et notre fitness dans un sport, dans la vie de tous les jours, dans notre métier, etc., pour être plus performant. Mais c'est surtout un endroit où on est dans une position de succès et dans une position sécurisée. Et donc pour ça, en tant que honneur de boxe ou coach, on doit se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour ma communauté pour les soutenir au maximum. Donc est-ce que c'est un service de coaching? Est-ce que c'est un centre de kiné ou un kiné à domicile dans ma salle ou un réseau de professionnels médicaux à côté? Est-ce que c'est un service nutritionnel, pour rebondir sur ce que disait Mims, où on donne de la qualité à nos clients à manger et on leur donne sur place pour éviter toute déviance possible et est-ce qu'on peut faire d'autres choses, des événements à l'extérieur de la boxe, du sport, voilà, vraiment un endroit où on se soutient les uns les autres et où on est là pour apporter toutes les solutions à nos clients, à nos athlètes pour que ça soit un vrai service. Parce qu'on n'est pas dans le business du sport ou de la compétition, on est dans le business du service et du soin, le care, comme on appelle ça. Les coachs sont là pour prendre soin des athlètes et donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour bien sûr prévenir les blessures, etc., mais pour optimiser la vie de nos clients. Et voilà, il y a plein de choses à faire, que ce soit se former en tant que coach, ouvrir des centres de santé, faire évoluer la boxe. Mais voilà, j'avais vraiment envie de rebondir là-dessus, parce que ce que tu dis, Thib, c'est la vérité. Il faut que les centres de CrossFit qui sont pas révolutionnaires, mais qui apportent quelque chose de vraiment nouveau dans le paysage du fitness en France, travaillent avec le corps médical et inversement. Et moi, si je peux donner un conseil à un coach, c'est justement de travailler sur la connaissance de son client. Parce que souvent, les kinés ou les médecins n'ont pas le temps de parler avec leurs clients. Et nous, on le sait, on connaît la vie de tout le monde en tant que coach. Et on connaît leur style de vie. Et c'est ça qui est intéressant. On les voit manger à la boxe, on les voit faire la fête avec d'autres personnes, avec d'autres gens de la boxe. Et dans ce cas-là, nous, on doit informer aussi un kiné que monsieur, en fait, il se boit des bières tous les week-ends et qu'en fait, il n'est pas du tout l'anti-inflammation. En fait. Et c'est lui qui viendra mettre de l'huile sur le feu dans son processus de récup d'une blessure. Et juste aussi, donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles un coach il doit être attentif sur la nutrition de son client. C'est est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il il a aussi une bonne attention sur son système digestif ou toutes les choses qui viendraient le bouleverser ou stimuler son système immunitaire. Donc une personne qui tombe souvent malade, une personne qui a des désordres digestifs tout le temps, c'est une personne qui sera tout le temps inflammée. Et donc dans ce cas-là, faites attention à cette personne, référez-la aussi dans son système de récup. Ça veut dire que cette personne, elle va jamais guérir. Donc déjà, ça c'est des choses, faites attention à votre système digestif. Deuxième chose, c'est il y a un truc que Greg Glassman a mis beaucoup en avant dans le level 1. Et moi, dans mon cursus, dans mon DU en micronutrition, on a beaucoup fait l'emphase là-dessus, c'est les oméga 3. On a vu qu'il fallait avoir, et c'est dans le level 1, on a 3 grammes de PADHA par jour. Si vous dites ça à un médecin normal qui va traiter quelqu'un de normal, il va dire « Oh, mais c'est trop pour une personne ». Non, une personne qui pratique le sport de CrossFit ou qui s'entraîne à haute intensité beaucoup, il faut cet apport journalier ou global à la semaine parce que ça vient participer à l'anti-inflammation. Donc là, je vais droit au but, mais ça permet aussi de pouvoir donner un signal de résolution de l'inflammation. Et ces oméga 3, donc une fois que vous n'avez plus d'inflammation, ça va informer votre système que c'est fini, on peut passer à autre chose. Donc, comme je disais, il y a le sommeil, il y a cette histoire d'oméga 3 dont Glassman parlait, il y a votre système digestif auquel il faut vraiment prendre soin. Et la dernière chose, c'est votre stress.
Il faut vraiment donc utiliser un management de stress. Ça peut être la respiration, ça peut être beaucoup de choses qui vous permettent d'apaiser votre système. Il y a des plantes adaptogènes qui marchent bien, comme l'ashwagandha par exemple, qui aident justement à manager le stress, ce système de stress d'un athlète. Et dans ce cas-là, renseignez-vous là-dessus ou demandez des renseignements là-dessus. Et vous, en tant que coach, vous devez être renseigné là-dessus pour aider vos clients à passer cette période. Merci, c'est une bonne transition parce que justement, je voulais qu'on conclue un peu le podcast avec, on a parlé de réhabilitation suite à une blessure, mais comment est-ce qu'on fait pour prévenir? Donc forcément, tout ce qu'on a dit s'applique, mais si on pouvait, avec vos 3 expériences, toi Tib, avec la partie mobilité, kiné, etc., toi Mims, tu viens de nous donner 2-3 astuces, mais peut-être récap-nous 3 tips, et toi Will, donne-nous un petit peu un aperçu de ton expérience en tant qu'athlète, quand tu es face à la fatigue ou face à une douleur, qu'est-ce que tu fais? Commençons par Tib pour voir. Donc la prévention de la blessure, c'est un vaste sujet, mais en gros, il y a 3 façons de pouvoir éviter, ou en tout cas de limiter un peu ça. La première chose, c'est d'adapter son volume d'entraînement. Donc là, on ne parle pas de CrossFit, on parle de tous les entraînements, de tous les sports possibles. Son volume d'entraînement à sa capacité de récupération. Donc ça signifie que le temps que vous avez dispo, l'énergie que vous avez, le boulot actuellement, la nutrition, le stress, l'hydratation, supplémentation, tout. On a une phrase qui dit qu'il n'y a pas de surentraînement, mais il n'y a que de la sous-récupération. C'est-à-dire qu'on est capable de s'entraîner très fort, mais il faut être capable de récupérer très fort. Ça veut dire avoir la vie et le mode de vie adapté à son entraînement. Donc ça, c'est le premier truc, adapter le volume et monter le volume progressivement vers l'endroit où vous voulez aller et pas passer de 0 par semaine à 15 heures de sport intense par semaine. La deuxième chose, c'est d'avoir des charges non adaptées à son niveau. En fait, ça fait le lien avec le coaching et ce que tu disais, Mims, c'est que avoir la chance d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de vous et qui va pouvoir vous coacher et vous guider dans votre performance et dans votre progression, c'est la clé de tout. Donc, avoir un entraînement qui est adapté à chaque personne. Et la dernière, elle comprend 2, c'est la technique. Donc, l'exécution du mouvement, peu importe le mouvement. Que vous soyez coureur ou que vous soyez crossfitter et que vous fassiez plein de mouvements, c'est la même chose. L'exécution de mouvement, c'est aujourd'hui le facteur numéro 1 de blessure. L'exemple qu'on prend souvent chez nous, c'est si tu n'es pas capable de faire un deadlift, donc un soulevé de terre avec le dos droit, tu risques de te blesser si ton dos est rond. Voilà. Donc, peut-être que tu n'as pas la capacité à maintenir ton dos droit. Donc, il faut que tu adaptes la charge, potentiellement que tu adaptes le mouvement. C'est le rôle d'un coach et c'est pour ça qu'il faut se faire coacher. Mais beaucoup de temps, très souvent, c'est souvent un problème de mobilité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 choix. Soit vous n'êtes pas capable de faire un mouvement parce que vous ne savez pas comment le faire. Vous vous faites coacher, on vous explique comment et ça y est, maintenant, vous savez bien le faire. Ou alors, vous n'êtes pas capable de le faire simplement parce que vous n'avez pas l'amplitude articulaire nécessaire pour le faire. Si vous n'êtes pas capable de lever les bras au-dessus de la tête, sans aucune résistance, ça va être compliqué de mettre une charge de 50-60 kg au-dessus de la tête. Voilà. La seule façon de le faire, ça va être de cambrer votre dos pour garder la barre bien au-dessus de votre tête. Ce qui va du coup potentiellement vous faire une blessure en bas du dos, ce qui va potentiellement vous amener dans une blessure, une récupération et donc une perte de progression. Donc, les 3 types, c'est volume d'entraînement, bien adapter son coaching et derrière, regarder pour avoir le coaching pour la technique, mais également faire un bilan de mobilité. Donc là, vous pouvez télécharger l'appli GoWOD et faire le test de mobilité. C'est gratuit. Ça vous donnera une bonne idée de ce que vous devez travailler et tout sera adapté pour vous après. Et c'est la dernière chose. Pour rebondir sur ce que tu dis, Tib, sur l'activité physique, Will, est-ce que tu as des moments où, forcément, tu as eu des moments où tu étais face à justement soit la fatigue, soit un bobo, soit des doutes, etc. Comment est-ce que tu fais pour adapter? Est-ce que tu t'es établi des critères, des règles strictes, ou est-ce que tu fais plus à la sensation? Non, ça rejoint, c'est un peu les deux. Pour être totalement clair avec vous, en fait, il faut s'entraîner intelligemment. Et s'entraîner intelligemment, ça veut dire, se connaître. Se connaître et des fois ne mettre un peu son ego de côté, adapter et peut-être diminuer la chose parce que il y a également des facteurs extérieurs à l'entraînement qui sont, comme l'a dit Mims, le sommeil, le stress, la nutrition, votre vie de tous les jours, les engueulades avec votre femme, bref, plein de choses qui peuvent arriver et qui vont avoir un impact sur votre entraînement, sur votre forme physique. Si vous êtes déjà dans un état physique qui n'est pas optimal et qu'en plus de ça, vous entraînez, vous voulez pertinemment faire la séance qui est prévue alors que vous êtes éclaté, là, le risque de blessure, il augmente fortement et également de surentraînement. Il faut s'entraîner intelligemment. Et moi, quelque chose que j'essaye de toujours respecter, c'est
plus ne veut pas forcément dire mieux et fait moins mais mieux. C'est tout bête, c'est une phrase superbe qui serait superbe avec une belle photo Instagram et qui fera un maximum de likes, mais si vous la comprenez, eh ben c'est une grosse étape dans le fait de mieux s'entraîner et également peut-être prévenir des blessures. Des fois, si vous avez un plan d'entraînement qui est fait, eh ben ce n'est pas grave si vous ne faites pas tout parce que vous êtes éclaté, parce que vous en ressentez le besoin. Alors des fois, oui, ça peut être parce que vous avez peut-être besoin d'une claque, on va dire, pour vous dire, allez, prends-toi par la main, t'as une séance à faire, faut que tu la fasses. Ça, je suis d'accord. Des fois, il faut avoir le mental et il faut se demander la question, est-ce qu'on sera plus mal de faire le workout ou de ne pas le faire? Ça, c'est une petite question qu'il faut se poser avant le workout et que j'aime bien me poser. Mais des fois, il faut également quand même se dire, ok, je vais peut-être pas faire ce workout, je vais peut-être squeezer la fin de cet entraînement parce que c'est le bon choix. C'est le bon choix à faire à l'instant T étant donné mon état de fatigue. Et ça peut vous éviter plein de problèmes. Ne soyez pas cet athlète qui, comme je dis souvent, qui s'imagine qu'il a pas besoin de jours de récupération, qui s'imagine qu'il peut constamment s'entraîner, qui va faire des engines de 2h30 un jeudi parce qu'il va dire, moi le jeudi je récupère. Non, ça, arrêtez. Ça, c'est parce que vous imaginez que tous les athlètes des CrossFit Games, ils s'entraînent 7 jours sur 7 et qu'ils s'entraînent 8 heures par jour. Eh ben non, au contraire. Les athlètes des CrossFit Games, je peux vous garantir qu'ils s'entraînent beaucoup moins que la plupart des athlètes, on va dire, de niveau inférieur. Parce qu'ils ont compris que, plus vous entraînez fort, si vous voulez capitaliser sur ce travail que vous avez effectué, il vous faut la récupération. Entraînement plus récupération égale résultat. Ça, c'est simple, efficace. Si vous récupérez pas, vous ne pouvez pas capitaliser sur ce que vous avez fait. Donc, vous allez quasiment annuler tout l'entraînement et tout ce que vous avez fait de bien. Donc, des fois, c'est un peu une question d'ego et également d'intelligence au niveau de l'entraînement. Il faut savoir s'écouter, comme des fois il ne faut pas savoir s'écouter, et s'entraîner intelligemment. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Je vois trop d'athlètes faire ces erreurs et gâcher leur potentiel. Si vous voulez exploiter au maximum votre potentiel, entraînez-vous dur, intelligemment et pensez à la récupération pour pouvoir bénéficier de tous les bénéfices que vous avez de cet entraînement dur et de tout ce que vous avez fait au niveau des sacrifices. Moi, ça m'arrivait, l'erreur je l'ai fait plein de fois. Et je la referai parce que c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir cette conscience et de me battre pour ça. Alors je l'ai fait au tout début, il y a de ça des années, mais voilà, je l'ai fait comme tout le monde et je me suis rendu compte, voilà, on est des humains, on a besoin de récupération. Matt Fraser, il avait besoin de récupération et il était intelligent avec ça et il avait pas un volume d'entraînement de malade. Désolé à tous ceux qui s'imaginent que Fraser il s'entraînait 12 heures par jour. Non, il s'entraînait dur, mais pas 12 heures par jour, pas 6 heures par jour, voire beaucoup moins. Donc voilà, soyez intelligent dans votre entraînement et pensez à récupérer tout en ayant conscience de ce qu'a dit Thibaut et de ce que va vous dire Mime, c'est également de ce qu'a dit Julian, parce que c'est un ensemble, c'est un tout. Faut pas prendre tout séparément, faut faire votre petit mix et vous verrez que ça peut vous aider pas mal et surtout, je résumerai avant de te passer la main Mime pour résumer tes 3 petits tips que tu nous as déjà un peu évoqués précédemment. Un athlète qui progresse, c'est avant tout un athlète qui se blesse pas. Simple et efficace. Ouais, et pour revenir là-dessus, moi, on rebondit beaucoup, je dis beaucoup. Rebondir, c'est le mot de ce podcast. Il s'appellera Rebondir, ce podcast. Je vais quand même rebondir. Rebondir de ouf, hein. Ouais, mais dans ma carrière de crossfitter, Quand t'as rebondi, j'ai quand même fait 10 ans de rebondissement en crossfit. Je me suis blessé, je pense, peut-être 2-3 fois. Une fois à l'épaule, une fois au dos, une connerie comme ça. Et c'était toujours lié à la bêtise. C'était lié au fait que je m'écoutais pas. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on apprend de soi-même, etc. Et on apprend de comment on fonctionne. Je pense que c'est aussi une règle qui s'applique dans la vie de tous les jours. Et on développe un truc qui s'appelle l'instinct. Et cet instinct, on l'a depuis qu'on est petit, mais on l'écoute pas. Et de temps en temps, on a cette sensation qui est mauvaise, qui dit, il faut pas que je fasse ce truc que je suis en train de faire. Et il faut savoir s'écouter dans ces moments-là. Parce que souvent, c'est votre corps et votre esprit qui vous dit attention, il y a une connerie qui va se passer et tu es en train d'aller droit au but dans cette connerie. Et voilà, il faut apprendre à plus s'écouter, à plus écouter son instinct, que ce soit dans la vie de tous les jours, le business, n'importe quoi. Mais je pense que ça s'applique réellement au sport, en tout cas pour moi c'est le cas. Et je pense que c'est un peu ce que tu dis, Will. Et il faut savoir commencer à se décoder en disant est-ce que c'est mon instinct qui me dit il faut pas faire ça, ou est-ce que c'est ma flemme qui me parle en me disant non, ouais, voilà. Il y en a certains, ils ont des fois un instinct trop développé par moment. Ouais. Donc et l'instinct, il a la flemme aussi, je pense. Donc et j'avais lu un article super intéressant sur le CrossFit Journal à l'époque qui décrivait, je sais pas si vous voyez ce que c'est, 2 potentiomètres. En gros, si vous réglez le volume sur votre chaîne IFI, vous avez en gros deux trucs comme ça que vous pouvez régler dans chaque
chacune des personnes qui nous écoutent, vous avez ces deux potentiomètres, on appelle ça. Il y en a un, c'est en gros votre capacité physiologique, en gros comment vous vous sentez physiquement, est-ce qu'aujourd'hui je me sens bien ou non, et à côté on a la même chose avec la capacité mentale, est-ce que je me sens mal mentalement ou bien mentalement. Et ça va de 0 à 10, les deux vont de 0 à 10. Et on va se réveiller un matin, on va se sentir mentalement au fond du trou, mais pourtant physiquement le corps est au présent. Et dans ces moments-là, on se dit, bon, peut-être qu'il faudrait que je m'entraîne. Et la règle qu'ils expliquaient dans cet article, c'était que la moyenne doit faire plus de 10. Donc, si vous êtes à, 10 sur 20 physiquement et à 5 sur 20 mentalement, on ne s'entraîne pas. Mais par contre, si je suis à 18 sur 20 physiquement et à 11 sur 20 mentalement, je m'entraîne. Et on peut s'appliquer des petits critères comme ça qui sont des petites règles à suivre. Par contre, il faut les suivre. Et souvent, les gens, ils dévident leurs règles. Et c'est souvent ça le problème. D'ailleurs, c'est un sujet en nutrition que peut-être on traitera dans le futur. Et d'ailleurs, je passe la parole à Mims pour la nutrition. Et pour rebondir là-dessus, il y a quand même une méthodologie CrossFit qui est bien ficelée. Et ça, c'est un conseil aussi. C'est où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes un athlète ? Ou est-ce que vous êtes une personne qui veut faire la PPG, le sport de CrossFit et la PPG. Ça n'a rien à voir en fait. Ce qu'on pratique dans nos box, c'est de la PPG. Et ce que Will il pratique, c'est le sport de CrossFit. Donc déjà, il faut savoir dans quel scope vous êtes. Si vous êtes dans le scope de Will, vous êtes en train de frôler tout le temps, où vous jouez avec vos blessures, comme dans tous les sports, la natation, l'athlé, etc. Donc vous êtes là, vous vous blessez, vous revenez, vous blessez, vous revenez. C'est toujours comme ça. De l'autre côté, la méthodologie est assez bien construite pour vous donner tous les carcans, entre guillemets, qui vont donner une écoute, l'instinct, justement, développer votre instinct. Il y a 3 choses pour être facile. La programmation. La programmation, elle est faite de sorte à ce que vous ayez des jours de récup. Vous avez un système, 3 jours, 1 jour, 5 jours, 2 jours, etc. Et il y a des articles sur CrossFit Journal qui sont super bien faits là-dessus. Il y a une autre chose, c'est mécanique, constance, intensité. Une autre charte que CrossFit a bien fait, c'est d'abord la mécanique, après vous êtes conscient de cette mécanique et après vous mettez de l'intensité. Et que ce soit rapide ou en charge. Et l'autre charte que CrossFit utilise, c'est la charte nutrition, conditioning. Après vous avez gymnastique, throwing, weightlifting. Et après vous allez sur un sport. Et donc ça, en vrai, il faut respecter ça. Et la base de cette pyramide, c'est la nutrition. Et en dessous même, et on le voit dans certains articles, c'est le sommeil. Donc pour revenir là-dessus, il y a le sommeil, la nutrition. Si vous passez là-dessus, ça ne sert à rien de vous imaginer dans un sport, d'accord ? Vous n'allez pas aller gravir la pyramide à l'envers, en fait. Et donc, si je donne quelques tips pour toutes les personnes qui pratiquent le CrossFit, sachez que si vous dormez mal et que vous mangez mal, c'est comme si vous aviez et ça c'est pour faire référence à un ancien de mes professeurs qui est un cardiologue qui me dit, le CrossFit, quand je lui expliquais ce que c'était, c'est comme si des personnes, elles allaient sur un circuit de Formule 1 avec une 2 chevaux. En fait, on doit normalement avoir une bonne voiture pour pouvoir être sur ce type de circuit. On est d'accord. Donc, il faut respecter aussi ce que vous faites en amont. Donc, respectez les principes du guide du level 1. Et l'autre, les conseils que moi je vais donner basiquement, c'est dormez bien, mangez assez déjà. Et après, ça pourra aussi aller un petit peu plus en détail. C'est manager votre stress. Vous pouvez peut-être vous supplémenter, il y a des aides qui vous aident, qui peuvent vous aider là-dedans. Et vous avez ce protocole anti-inflammatoire, oméga 3, digestion. D'accord ? Donc vraiment, si au cas où vous avez une mauvaise nutrition, vous allez stimuler cette inflammation, vous aurez des problèmes hormonaux, vous allez inciter le burn-out. Et donc dans ce cas-là, vous serez tout le temps dans un cercle vicieux. Arrêtez de mentir aussi à votre coach. D'accord ? Ou arrêtez de mentir à vos kinés, dites-leur réellement ce que vous faites, ce que vous mangez et si vous dormez. Ça va leur faciliter la vie et vous, ça va vous faire gagner du temps. Donc, recensez ce que vous faites, dites-le, mettez-vous un journal de bord, par exemple, dans votre sac d'entraînement, indiquez votre sensation d'entraînement, indiquez vos douleurs, ce que vous avez mangé, combien de temps vous avez dormi. Et juste de là, ça va vous permettre de faire un beau parcours dans votre IAB. Tu m'as fait peur quand t'as dit arrêtez de mentir et tout là. Tu nous fixais. Je pense qu'il y en a, ils vont avoir peur pendant le podcast. Ouais, je pense que je suis une 2 chevaux. Je sais pas si je suis sur le bon circuit de Formule 1, mais je suis une 2 chevaux en tout cas. Qu'en est-il du pilote ? Si Lewis Hamilton est sur ce circuit, je voudrais savoir, Mims. Dans cette 2 chevaux, dans cette Dacia. Mais oui, c'est clairement là-dessus. Mais ça me fait aussi penser, d'ailleurs en parlant de voiture, à Toto Wolff qui à chaque fin de course, à chaque fin de Grand Prix, rentre chez lui, se regarde dans le miroir et se dit est-ce que tu as été une merde ou est-ce que tu as été bon, et essaye de vraiment faire ce qu'il appelle le vrai constat honnête
de sa performance du week-end en tant qu'humain et en tant que directeur de Mercedes. Et je pense que, Will, tu voulais dire quelque chose, je te sens un petit peu frais. Non, pas du. Je vais pas rebondir sur Toto Wolff parce que c'est quelqu'un que tu sais que j'apprécie énormément et j'ai plein d'anecdotes sur lui, mais je pense qu'on pourrait faire des podcasts là-dessus. Donc je te laisse clôturer ça avant que je m'aventure dans des métaphores foireuses. Ouais, mais pour clôturer ce podcast, je pense qu'il amène plein de billes aux gens dans le CrossFit et surtout, je pense qu'il faut le regarder ce podcast tous les 2-3 mois parce qu'on a tendance à oublier et à dévier de nos règles. Dès qu'on est en bonne forme, on a tendance à se dire qu'on va plus jamais se blesser et puis dès qu'on est blessé, on a tendance à se dire qu'on est foutu jusqu'à la mort et je pense que c'est souvent comme ça. Mais voilà, en tout cas, je remercie les gens qui ont pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie Will, Tib et Mims pour toutes les billes qu'ils nous ont données sur ce podcast. Je pense qu'on va en avoir plein d'autres dans les prochains épisodes. Et pour fêter la nouvelle année, on va faire un épisode un peu particulier où on va faire des questions-réponses. Donc, À bord d'une Dacia. Ouais, il parle de Dacia parce que j'ai un Dacia Duster 4x4 par contre, parce qu'on vit en montagne. Allez, ça se la racle. Et sans ça, c'est dans le top 10 des meilleurs 4x4. Donc il n'y a pas de. C'est vrai. En termes de qualité-prix, c'est le meilleur. Il est numéro 1. Mais voilà, on va faire un podcast questions-réponses. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire sur YouTube, mettez-les en commentaire sur Instagram, envoyez-les en DM sur Instagram, envoyez-les à Willy, à Tib, à Mims ou à moi-même si vous le souhaitez. Envoyez-les par courrier, par lettre de Noël au Père Noël. Envoyez-les par hibou si vous êtes avec Dumbledore. Et voilà. Donc en tout cas, merci encore. Likez ce podcast, partagez. Encore une fois, plus vous vous abonnez sur nos chaînes et vous partagez notre contenu, plus on va pouvoir vous amener des trucs assez cool dans le futur. Et voilà. Moi, je vous remercie. Et merci encore à mes 3 acolytes. Merci à vous. Ciao. Pas les alcooliques, les alcoolites.